Bienvenue à ce premier webinaire des circuits de l'économie circulaire. Donc là, on va traiter de la question du développement des villes dans une perspective de sobriété. Et donc, je vais vous présenter le déroulé de la séance. Donc, en introduction, ce sera David Canal, donc coordonnateur innovation urbaine de l'ADEME, qui nous parlera de l'historique de la démarche économie circulaire et urbanisme et des enjeux liés à l'économie circulaire dans l'aménagement, mais aussi comment on peut le relier justement à la sobriété foncière. Et puis ensuite, on parlera de sobriété foncière avec Thomas Charrier, qui est dirigeant de l'agence d'urbanisme Territoire Circulaire. Donc, on abordera les enjeux de la vacance et de la sous-occupation des logements et des commerces. Et puis, on abordera les outils qui permettent de connaître et identifier l'existant. Ensuite, Monsieur Julien Le Tourneur, qui est manager de ville et territoire à Grand Cahors Agglomération pour un retour d'expérience sur la prise en charge de la vacance justement dans la ville. Dominique Renaudet, président fondateur de Néoclide, et Céline Vardet, qui est consultante urbanisme durable et innovant dans la même structure. Et donc, ils évoqueront les leviers de la planification pour développer les nouveaux modes d'aménagement et les bonnes questions à se poser pour la caractérisation et la mobilisation du foncier. Et puis ensuite, on reviendra à David Canal, qui nous présentera un outil qui nous permet de questionner les usages dans le cadre d'un projet d'aménagement urbain. Voilà, donc il y aura un temps de questions à la suite de cette table ronde. Donc n'hésitez pas à les poser déjà dans le chat et puis on y reviendra aux alentours de 15h15, 15h30 voilà, on vous donnera la parole ou en tout cas on posera vos questions. Merci beaucoup et sans plus attendre, je donne la parole à David. On peut tout de suite aller à la slide suivante. Bonjour à tous. Donc, David Canal, je suis coordinateur de l'innovation urbaine à l'ADEME. En fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, en fait, c'est les circuits de l'économie circulaire. C'est le 6e circuit et c'est issu d'une démarche qu'on appelle économie circulaire et urbanisme, qui est une démarche qui est issue d'une expérimentation qu'on a menée avec des collectivités pour explorer le sujet de, on va dire, globalement l'urbanisme circulaire et des outils, surtout des outils à créer qui manquaient. Donc ça, c'est une démarche qu'on a commencée il y a quand même quelques années et vous avez de la chance parce qu'aujourd'hui, cette démarche-là, elle est terminée et on a toute une boîte à outils qui permet de se poser ces questions de circularité à l'échelle des projets d'aménagement. Et tout ce qu'on va dire aujourd'hui, dans son intégralité, c'est disponible sur la plateforme expérimentationurbaine.adem.fr dans lequel on retrouve absolument tout, les replays, les webinaires, les outils, et c'est tous des outils qui sont téléchargeables, libres d'accès et en format modifiable, que ce soit des PowerPoint, Word, Excel. Si on va à la slide suivante, s'il te plaît, Sarah. Alors, cette expérimentation, on l'a menée initialement avec Auré et Indigo, bureau d'études Indigo, et une série en fait de collectivités partenaires. Et la déclinaison des circuits, donc ce circuit aujourd'hui, on l'a imaginé et mis sur pied avec notre partenaire de la DHUP, le bureau aménagement durable, au sein de la DGALN, et Céline qui est connectée avec nous. Et donc là, on a maintenant 900 contacts. Vous avez été plus de 900 à assister les 5 premières séries de webinaires. Et aujourd'hui, je vois on est 110 pour 200 inscrits, donc c'est plutôt pas mal pour une période de vacances. Donc, on peut peut-être aller à la suivante. Voilà, donc le principe de l'urbanisme circulaire, c'est en fait de décliner les 7 piliers de l'économie circulaire dans les projets d'aménagement. Donc pour ça, on a mis en place une méthode assez globale, une démarche. Alors, il ne faut pas la prendre comme une démarche supplémentaire, c'est pas un label, c'est pas une certification, ça vous donnera pas des points. Mais je pense que c'est un outil, il faut le prendre comme un outil qui va permettre, quel que soit votre niveau d'avancement dans vos projets, ou quels que soient les labels d'ailleurs que vous avez choisis pour vos projets, ça va permettre de nourrir ces projets-là. Et donc, on va en fait questionner les usages, les flux et les modèles économiques à travers cette méthode, et suivant les 7 piliers de l'économie circulaire. Donc, pour ça, on a quelques grands principes d'action, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois faire interagir l'échelle de l'opération avec l'échelle stratégique.
Je vous donne un exemple très concret, la question du réemploi. Quand on se cantonne à son opération de réemploi, on est très vite confronté à une masse critique qui fait que l'opération, en termes de flux de réemploi, n'est pas viable. Et on a besoin d'aller chercher d'autres chantiers dans la ville. On a besoin de faire participer les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont. Et donc ça se joue à l'échelle minimum de la commune, voire des fois des échelles intercommunales. Et donc, c'est bien cet aller-retour entre l'échelle de l'opération et l'échelle de la commune qu'on a essayé en fait de questionner pour chacun des piliers. Cette question-là, on la décline sur chacun des piliers que vous voyez là, recyclage, réemploi, éco-conception. Donc, on va aujourd'hui parler spécifiquement d'usage. Et peut-être dans les grands principes d'action aussi, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on questionne le projet sur son ensemble de l'analyse du cycle de vie. Je vous donne un exemple très simple. En phase de conception, on a beaucoup de documents qui sont émis, cahiers des charges, études de faisabilité, dans lesquels il faut injecter toutes ces questions d'économie circulaire pour le projet d'aménagement. Et donc, on a un outil très simple, pédagogique, qui permet de re-questionner tous ces documents. On a même des cahiers des charges. Ben voilà, on arrive ici. Voilà, vous avez par exemple là un petit carrousel des outils qu'on a créés. Je vous en donne allez, deux. Un CCTP de consultation très concret d'un AMO. Quelle clause je mets si je souhaite en fait faire en sorte que toute cette question d'urbanisme circulaire soit portée avec un bureau d'études qui m'accompagne en tant que collectivité, ben j'ai des propositions de clauses au sein de ce CCTP d'AMO. Une grille de questionnement, on va en parler tout à l'heure. Une grille d'auto-évaluation, où j'en suis. Est-ce que je connais bien le principe et est-ce que je peux le décliner? Et plein de PowerPoint pédagogiques qui sont modifiables et réutilisables pour, par exemple, faire une réunion avec vos élus et les convaincre. Donc voilà, je vais essayer d'être rapide sur cette introduction. Merci à nos intervenants, Bureau d'études Néoclide, Julien Le Tourneur de Cahors, agglomération, et Thomas. Et du coup, je pense on peut démarrer. Comme ça, on gagnera 5 minutes. Ok, merci beaucoup David. Alors, effectivement, pour cette table ronde, on rejoint donc Néoclide, Cahors Agglomération et Territoire Circulaire. Donc, effectivement, là, on est dans un contexte où la sobriété foncière est de mise. On a la loi climat et résilience qui fixe un objectif zéro artificialisation nette des sols en 2050. Donc, on doit remplir un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les 10 prochaines années. On peut se dire que ça signifierait qu'on arrête les projets d'aménagement et de construction, ou en tout cas qu'il faut commencer à les diminuer, mais en fait, c'est juste une nouvelle manière de développer la ville. Donc la priorité, c'est de transformer avant tout l'existant, recycler les friches, mobiliser le bâti vacant, relever les bâtis qui commencent à être obsolètes, et bien sûr tout en tenant compte des besoins et des enjeux locaux. Donc, c'est toute une question d'anticipation, de repérage, d'identification, d'expérimentation aussi, pour limiter l'étalement et aussi revitaliser les villes. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'évoquer des retours d'expérience et des outils concrets qui vont permettre justement d'aborder le développement de la ville autrement. Donc, Thomas Charrier, je commence. Vous êtes dirigeant de l'Agence d'urbanisme territoire circulaire. Vous avez travaillé sur les enjeux de la vacance, notamment des logements, Oui. depuis quelques années notamment. Et puis, vous avez mené, oui, Ah, des études et vous avez ça produit marche, des ouais. outils sur le sujet. Donc, est-ce que On va vous pas y pouvez aller, nous là. parler des enjeux Ouais. liés à la vacance et à la sous-occupation du Allô? commerce et du logement? Et puis nous dire comment on C'est la adapte jolie qui justement parle. les typologies de bâtis aux La besoins du jolie Sarah territoire. Jamero. Merci beaucoup de m'accueillir pour échanger sur tous ces sujets-là qui sont passionnants et entre guillemets «d'actualité». Voilà, faut bien qu'on s'y mette à un moment. Vous avez déjà dit beaucoup de choses dans les propos introductifs. Malgré tout, s'il fallait retenir 3 enjeux aujourd'hui pour ce webinaire, je pensais, d'abord, peut-être avant toute chose, s'intéresser au périmètre et aux objets sur lesquels on cherche à réfléchir, quoi. Alors voilà, on va pas faire un gros travail de sémantique, mais hem,
Globalement, si on s'intéresse, ne serait-ce qu'au bâti, on voit déjà qu'on a différentes, typologies, de bâti, et d'usages qui vont pas forcément induire, les mêmes degrés, d'urgence ou d'alerte, quant à la vacance ou, aux usages plus généralement, quoi. Voilà. Malgré tout, s'il faut parler là de logements et de locaux commerciaux, on le sait maintenant depuis quelques années et en particulier depuis quelques mois où c'est monté en intensité sur la prise de conscience et puis, les moyens d'action, que la vacance des logements, est réputée problématique, à l'échelle du territoire national et en particulier dans certains territoires où là c'est vraiment très marqué. Et pour la question des locaux commerciaux, on a peut-être 2 visions qui s'affrontent, mais qu'il va sans doute falloir réconcilier. C'est un peu là-dessus qu'on travaille en ce moment avec l'ADEME, notre postulat, c'est que réconcilier, la vacance qui est parfois très forte dans les petites et moyennes, moyennes centralités, et pas forcément, tout à fait la même que celle qu'on peut retrouver éventuellement en périphérie. Et pourtant, il y a quelques semaines, le gouvernement a lancé ce plan de transformation des zones commerciales, hem, qui a suscité quelques réactions un peu en opposition, voilà. Mais à mon sens, parler de tout ça, permet avant toute chose, de faire parler beaucoup d'acteurs à peu près du même sujet, de la sobriété, de l'existant et de finalement qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a sous les yeux. Hem et ça, c'est un vrai atout, quoi. Et on en parle maintenant donc, pour différents types de bâtis, pour le foncier, pour énormément de sujets et ça devient presque un invariant quand il s'agit de parler d'urbanisme et d'aménagement et ça, c'est sans doute une avancée majeure. Après, est-ce qu'il faut faire de l'urbanisme circulaire systématiquement comme l'a présenté David, moi je pense que oui, mais c'est facile pour moi parce que voilà, je trava j'ai pas de responsabilité, comme pourraient l'avoir, des agents d'une collectivité ou des élus. Malgré tout, on sent quand même qu'il y a un shift paradigmatique, qui va être difficile de réfuter, quoi. Voilà. Donc ça, à mon sens, c'est vraiment le premier enjeu, c'est quelle place c'est un «on», très englobant, hein, mais quelle place on souhaite accorder au sujet? Est-ce qu'on a encore le choix, d'esquiver ça ou pas, quoi? Hem, Ensuite, je pense que c'est important de rentrer un peu plus là dans le dur sur, l'enjeu de connaissance de ce qu'on a en face de nous, ce qu'on peut appeler la connaissance des existants ou du déjà là et là-dessus, on pourra en parler un tout petit peu, de manière un peu plus détaillée tout à l'heure, mais on a quand même des avancées assez intéressantes, beaucoup pour le logement, parce que voilà, ça a été décrété, cause nationale, voilà. On sent qu'on a besoin maintenant d'avoir cet élan-là et cette capacité d'observation à répliquer sur, différents types, de bâtis. Alors, hem tout ça, à quoi ça sert finalement? Nous, on est content d'avoir de la donnée parce qu'ensuite on peut faire des schémas, des graphiques et avoir des chiffres, donc c'est intéressant aussi de pouvoir partager ça et avoir des référentiels communs. Hem, mais c'est aussi parce qu'on a besoin d'avoir un état des lieux extrêmement précis, quasi irréfutable pour enfin, dans la pratique, commencer à s'interroger sur comment adapter l'existant. Alors on ne commence pas aujourd'hui à s'interroger là-dessus, ça fait, relativement, longtemps qu'on développe, des choses, des référentiels, des outils. Il y a quand même quelques références qui émergent, malgré tout. C'est intéressant de faire ça à l'échelle d'un périmètre relativement situé, donc augmenter la connaissance, la bonne connaissance, des existants, ça facilite a priori plutôt grandement, son adaptation, quoi. Voilà. Hem Ensuite, globalement, il y a cette, question des usages que David a effleuré et qu'on peut faire varier un peu comme, je disais, au début de mon propos, en fonction du bâti du ou des bâtis d'ailleurs qu'on souhaite, traiter et de son territoire quoi ou des territoires. Donc ce qui apparaît être, une solution intéressante, est-ce que c'est la bonne? On s on sait pas. Moi, je pense que oui, mais voilà, ça peut être aussi intéressant d'avoir de la contradiction dessus. C'est, de partager, des besoins avec, différents acteurs, selon, peut-être, la teneur de la zone qu'on souhaite traiter. Si on est en zone d'activité, ben, on essaie de réunir, ces acteurs économiques, son développement, économique, voilà. Hem De manière partagée, participative, là-dessus, j'invente rien, mais on sent que, voilà, il y a encore, peut-être un peu de
un peu de facilitation à introduire dans ce processus-là pour que ça devienne un peu un réflexe, qui est pas toujours compatible avec le temps de l'urbanisme, le temps de la collectivité, le temps de la puissance privée aussi, hein, voilà, qui sont pas forcément compatibles. Hem, Malgré tout, parmi les vertus, de cette manière de voir un peu les choses, voilà, en ce moment, on estime que les enjeux de transition et ce qu'on dit là sur la sobriété en ce moment, c'est un bon prétexte pour transformer l'existant. Au-delà de l'impératif, climatique et de l'obligation réglementaire à le faire, ça permet aussi l'émergence d'acteurs qui se sont positionnés de manière, plutôt maligne. Alors, historiquement, plus dans des enjeux de recyclage, mais aussi, si on parle d'usage, des acteurs de l'ESS qui émergent et qui, hem, font justement, qui permettent de resituer certaines activités en cœur de ville ou de proposer des offres à des publics qui pourraient parfois être éloignés de certaines aménités, pardon. Et globalement, en adaptant, ses besoins en fonction de ces bâtis, on réinterroge, finalement la question de la monofonctionnalité, mais voilà, ça c'est probablement un serpent de mer, avec, des options que vous connaissez et qui sont encore une fois là pas forcément très faciles à appliquer, mais tout ce qui est, chronotopie, mutualisation, mais qui interroge aussi, parce que voilà, l'idée c'est pas non plus d'arrêter complètement de construire et d'aménager le territoire, c'est, à partir de maintenant, tout ce qu'on va, faire sortir de terre doit être un minimum modulaire, dans son cycle, actuel et dans ses prochaines transformations, quoi. Ok, merci. Et donc globalement, quel est l'état d'avancement des territoires sur le sujet et quels outils sont mis à disposition du coup pour identifier le bâti vacant, notamment pour les collectivités et les autres acteurs, et quels sont les enjeux de gouvernance aussi pour faciliter la compilation de données? Oui, ça va être encore facile de parler de tout ça en 5 minutes. Sur la slide suivante, je donne quelques pistes comme ça qu'on peut aller, creuser, ensemble si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter dans le chat et puis on pourra en rediscuter. Malgré tout, voilà, à mon sens, si on parle d'outils, encore une fois, il y a la question de pourquoi faire? À quoi ça sert? Et au-delà de l'acte de bravoure, il faut aussi peut-être déjà avoir un peu activé les besoins en interne, quoi, qu'on soit en collectivité ou dans d'autres types d'organisations. Hem voilà, ça c'est une chose. Malgré tout, il y a quand même, des piliers maintenant sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a des bases de données nationales, qui permettent, d'identifier plutôt bien l'existant en fonction de ce qu'on cherche à regarder. Alors, le logement maintenant, voilà, encore une fois, c'est, une cause, qui est traitée au quotidien par des personnes qui en parleront mieux que moi et je laisserai je pense que, Julien ensuite pourra, présenter leurs actions. Mais, hem on dispose malgré tout, de bases de données, quand même relativement solides et puis aussi de personnes qui sont, derrière ces bases-là et qui travaillent au quotidien à améliorer la connaissance. Très récemment, on a eu une mise à jour, relativement importante, des zones d'activité commerciale, par exemple, enfin des zones d'activité économique. Voilà, donc il y a un outillage, national alors qui est parfois très perfectible en fonction de ce qu'on cherche à regarder, mais qui existe et sur lequel il faut s'appuyer et c'est ce qu'a rappelé d'ailleurs la Cour des comptes, très récemment en parlant des données sur le commerce de proximité, qu'il y avait des lacunes et qu'il y avait un intérêt, national à disposer de connaissances, ouvertes, publiques, constituées par, l'INSEE, le CEREMA, voilà, à voir qui s'en occupe. Ensuite, en local, il y a des observatoires locaux, qui existent, qui sont montés par les agences, d'urbanisme et par les collectivités quand elles en ont les moyens, et après par d'autres, chambres consulaires en fonction de ce qu'on peut regarder. Hem Et évidemment le terrain. Alors ça encore une fois, c'est facile à dire parce que je sais que ça prend un temps fou, qu'il y a des éléments de méthodo qui sont assez difficiles à maîtriser, et à répliquer. Malgré tout, ça reste une source d'observation, qui est déterminante, pour confirmer sur le terrain, ce que les données peuvent dire. Parce que voilà, on sait très bien que c'est loin d'être perfectible, en particulier en fonction de certains producteurs qui voilà, eux font absolument jamais de terrain, ça on en est sûr. Et dans l'autre sens, de pouvoir aussi faire remonter ces observations-là pour contribuer à la connaissance. Il y a des degrés d'avancement, que je constate, voilà, de mon point de vue. Donc c'est assez subjectif, comme propos, mais il y a des améliorations notables. Alors pour le logement, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais là-dessus, voilà, il y a une connaissance qui commence à être vraiment très 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 constituée. Hem, la Cour des comptes et l'État et notamment au ministère de madame, Grégoire, on a parlé
fiabiliser certaines observations, notamment pour les locaux d'activité, pour l'immobilier économique. Après maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'empare de tout ça à l'échelle locale ou très locale, quoi. Ça peut coûter cher en développement, ça prend du temps de compilation, il faut fiabiliser les données, il faut l'entretenir, il y a des contraintes, avec lesquelles il faut composer. Pour le moment, on n'a pas vraiment de solution miracle, quoi. Voilà. Hem Il n'y a pas de solution miracle, malgré tout, il y a quand même certaines pistes qui sont intéressantes. Donc on parle d'enjeux de gouvernance pour simplifier la collecte des données et bon, c'est assez, assez difficile de se projeter avec des termes, comme ça. Malgré tout, il y a un intérêt à ouvrir la donnée, déjà parce que, c'est quand même pour une bonne partie, obligatoire, hein, de rendre les données qu'on produit, publiques. Et aussi, il y a tout un socle en France, autour de la donnée libre, et partagée qui existe. Alors soit, depuis l'État, je pense à DataGouv et puis, voilà, toute la quantité de données qu'on peut trouver sur internet et qui sort pas de nulle part et qui suit des codes et voilà, qui est mise à jour dans un cadre assez contraint et puis aussi des initiatives comme OpenStreetMap où là, il y a une gouvernance, partagée, décentralisée avec un fonctionnement qui est très compliqué mais, qui fonctionne visiblement plutôt bien. Hem Mais ça implique malgré tout de mutualiser, j'ai me suis limité à certains moyens, mais en fait, il faudrait que la plupart des services et des professionnels de nos sujets, soient en capacité de s'approprier certaines données, de pouvoir contribuer, de pouvoir partager et puis de mettre un peu tout ça en action, quoi. Heu et tout ça, c'est peut-être des vœux pieux et puis encore une fois, c'est une observation qui est personnelle, mais à mon sens, ça revient à ce qu'on disait au tout début, c'est comment est-ce qu'on arrive à rendre visible, l'intérêt de, faire de la sobriété quoi, quelque part. Et c'est peut-être là aussi où ça forme une boucle où il y a une représentation un peu circulaire de ces enjeux-là, quoi. On a envie de travailler dessus parce qu'on se rend compte que c'est important pour l'environnement, pour la société, pour tout ça. Il nous faut des outils qu'il faut constituer, avec cette espèce de motivation-là, quoi. Voilà. Ok, merci beaucoup Thomas. Donc on va justement passer à la suite Merci. avec Julien Le Tourneur qui a travaillé justement sur la vacance au sein de Cahors Agglomération. Et Julien, vous allez pouvoir illustrer justement la prise en considération de la vacance dans les stratégies de l'agglomération. Comment vous avez traité cette question-là et quels étaient les objectifs et les enjeux sur l'agglomération justement à la base? Bien sûr, alors bonjour à toutes et à tous. Alors oui, Julien Le Tourneur, donc je suis manager de centre-ville sur Cahors depuis, 2006, et maintenant manager de ville et de territoire puisque depuis 2020, en plus du centre-ville de Cahors, j'ai récupéré la périphérie commerciale et l'ensemble du commerce sur les centres-bourgs. Une autre casquette aussi, donc je suis vice-président du club des managers de centre-ville, hein, qui est un réseau national. Alors en effet, mon Cahors, pour vous le présenter, très rapidement pour ceux qui ne le situent pas, donc c'est une agglomération qui fait, 43 000 habitants, sur, le sud du Lot, donc avec Cahors comme ville-centre de 20 000 habitants, situé à 1 heure au-dessus de Toulouse, et 1 heure en dessous de Brive-la-Gaillarde. Donc c'est vrai que, hem, sur le sujet qui nous intéresse là, enfin en tout cas moi sur le volet, vacances commerciales, on a une municipalité qui, entre 2008 et 2014, a souhaité vraiment faire un diagnostic un petit peu de l'existant de son territoire, puisqu'en effet traiter, uniquement la vacance commerciale sur une ville, à mon avis, c'est vraiment s'emparer du sujet d'une mauvaise manière, hein. Le commerce ne fait pas toute la ville. Et c'est vrai qu'on a une municipalité qui, dans ce diagnostic, hein, a voulu, aborder une stratégie globale, de territoire, intégrant aussi bien le volet, habitat, équipement, commerce, de centre-ville et de périphérie, avec des constats très simples. Alors on est sur la slide suivante. Cahors est une ville, qui est, entourée de collines, donc une morphologie de ville, extrêmement contrainte entre les collines et la rivière Lot, parfois sur des zones inondables. Donc l'idée, ça a été évidemment, plutôt que de vouloir faire de l'étalement urbain, d'avoir une volonté politique réelle de reconstruire la ville sur la ville. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un état des lieux qui a été fait sur le bâti existant
et voir comment on pouvait en effet, rénover l'ensemble de ces bâtis existants. Donc c'est pour ça que les élus ont souhaité privilégier vraiment, tout un travail, ambitieux sur le cœur de ville, le cœur de ville de Cahors. Donc ça a été vraiment sur le premier mandat jusqu'en 2014. Et c'est vrai que sur le second mandat, on est vraiment passé en phase, en phase opérationnelle, hein, avec une stratégie, renforcée, des actions, concrètes, puisque la quasi-totalité, du centre-ville, mis à part quelques places là qui vont être rénovées sur ce mandat-là, ont été, réaménagées. On a évidemment tout un plan de tranquillité sur du renforcement de police municipale, sur de la vidéoprotection. Tout le travail qui est mené par mes collègues au niveau de la rénovation des logements, hein, puisque évidemment, c'est toujours compliqué de vouloir, mettre du commerce en rez-de-chaussée et de pas penser au logement au-dessus et inversement de mettre du logement au-dessus et d'avoir un commerce vide au rez-de-chaussée. Donc l'idée, c'est de vraiment travailler sur des projets globaux. Donc on était sur notre seconde, OPH, hein, de mémoire sur le centre-ville de Cahors. On a plus de 600 logements, hein, qui ont été remis sur le marché immobilier. Donc c'est vraiment des éléments extrêmement positifs, en tout cas sur l'attractivité du territoire. On a travaillé bien sûr sur la mobilité, sur la dynamique commerciale bien évidemment, et sur des choses extrêmement importantes, c'est-à-dire tous les équipements structurants. C'est vraiment important de faire de c'était pour nous important de faire du centre-ville de Cahors le lieu où il fallait forcément passer. On a mis en place un nouveau cinéma, installé un cinéma depuis 2020, donc avec une fréquentation de l'ordre de 160 000 personnes, hein, donc c'est 160 000 personnes qui viennent sur le centre-ville. Il y avait eu une possibilité à un moment donné de pouvoir, comme beaucoup de municipalités, faciliter un peu les choses et mettre son cinéma en périphérie, commerciale. Bien sûr, ça aurait coûté 3 fois moins cher, mais évidemment, les flux derrière, et piétons, et automobiles, se seraient, centrés sur les zones commerciales et pas sur le centre-ville. On a rénové le musée, depuis le dernier mandat. On a mis en place un nouveau dojo, une nouvelle piscine à 10 minutes à pied du cœur de ville. La halle alimentaire qui a été rénovée en 2020. Dans le cadre notamment du programme Action Cœur de Ville, hein, c'est un projet d'1 million d'euros. Donc tous ces éléments tous ces facteurs de commercialité, on va dire, qui font du centre-ville de Cahors un endroit dynamique où il y a du flux, où il y a de la fréquentation et forcément, ça apporte derrière une vraie plus-value pour les commerces. À titre d'exemple, on a un hôpital sur le centre-ville, hein, qui est resté dans le cœur de ville. C'est 1 000 patients et 1 000 visiteurs par jour. Donc forcément, derrière, ça draine forcément sur nos commerces et c'est pour ça qu'on a une vacance commerciale sur Cahors qui est globalement faible puisqu'on a une vacance située, selon les moments, entre 6 et 7. Hem Voilà, donc ça, c'est en tout cas les grands, on va dire tout le travail qui a été mené par notre municipalité, en tout cas pour répondre de manière un peu élargie, à la question un peu spécifique aussi de la vacance commerciale. Voilà. C'est déjà, c'était important de vous remettre ça un petit peu en position. Merci beaucoup, Julien. Et donc, la stratégie qui a été adoptée, ensuite, les méthodes que vous avez utilisées, les actions, enfin, les perspectives d'action que vous avez aussi en termes de sobriété foncière et de travail sur la vacance, Bien quelles sûr. sont-ils? Bah, écoutez, c'est très simple, hein, donc moi je suis là depuis 2006, donc c'est évidemment plus facile pour moi de vous en parler parce que j'ai suivi ces dossiers-là depuis le début. Alors j'en parlais avec Thomas Charrier il y a une dizaine de jours. Quand je suis arrivé à ce poste, je pensais remettre du commerce dans tous les rez-de-chaussée commerciaux, de Cahors et de la périphérie. Et puis, au fil des années, on s'aperçoit qu'il y a forcément des choses un petit peu naturelles, hein. Il y a les flux marchands, il y a des secteurs qui sont plus commerçants que d'autres. Et puis voilà, petit à petit, avec cette analyse-là, ce diagnostic-là, on arrive un petit peu à calibrer plus facilement les choses. Hem, Moi, l'intérêt que j'ai sur cette mission, c'est que je suis évidemment au courant de tout ce qui se passe en termes de commerce sur la ville, que ce soit sur le commerce existant ou sur les porteurs de projets qui veulent s'installer, que ce soit indépendants ou franchise.
et que je gère les équilibres entre le centre-ville et la périphérie. On aura toujours pour mission de privilégier un maximum une arrivée dans le centre-ville avant de lui faire une proposition en périphérie. Et c'est exactement la même chose sur les centres-bourgs. C'est évidemment impossible pour nous d'aller mettre des commerces en périphérie qui poseraient des soucis de concurrence trop importante à nos petits. Je tiens pour exemple nos fameux terminaux de cuisson qui font que se développer, Marie Blachère, Ange et autres, qu'on a souvent tendance à mettre dans ces premiers ronds-points de périphérie de ville et qui posent des problèmes sur nos artisans de centre-ville pour nous de Cahors, mais également pour le coup sur le trajet domicile-travail des artisans que l'on a sur les centres-bourgs. Donc c'est pour ça que pour l'instant, une fois qu'on a fait, je dirais, l'analyse de toute cette structure qu'il peut y avoir sur le commerce, on arrive derrière à élaborer une certaine stratégie. Ce qui était important aussi pour nous, c'est pour avoir toute cette connaissance et anticiper tout ça, c'est de pouvoir avoir du réseau interne. Évidemment, quand on est manager centre-ville, on travaille avec le patrimoine, on travaille avec l'urbanisme, on travaille avec l'ensemble des services qui touchent de près ou de loin le commerce, hein, tout simplement, le commerce, le monde économique, hein, pour justement anticiper un petit peu les choses. Euh, mais on travaille évidemment aussi, et c'est souvent ça le plus dur, c'est sur le volet externe. Le volet externe, il permet de travailler finement avec l'ensemble du tissu, de commerçants, donc le commerçant qui va partir à la retraite, qui veut céder son activité. Comment on peut, l'aider à trouver un porteur de projet qui peut correspondre à son prix de vente, à sa surface commerciale. On va travailler avec les avocats, avec les notaires, avec les agences immobilières, avec les liquidateurs, mandataires judiciaires. Tout ce qui touche vraiment au commerce et qui nous permet d'avoir toujours un temps d'avance et éviter ce fameux syndrome du commerce vacant qui en fait malheureusement la première chose que l'on voit quand on visite une ville, c'est maintenant on a cette image de se dire la ville va mal, le commerce est fermé. Une fois qu'on a analysé tout ça, on va évidemment définir tout ce qui est vacances structurelles et vacances conjoncturelles. La vacance structurelle, en tout cas, d'abord la conjoncturelle, pour nous, c'est vraiment un commerce qui sera sur le circuit marchand, qui sera facilement repris. En tout cas, si on arrive à travailler avec le propriétaire pour faire de la baisse de loyer, négocier un peu avec le commerçant, une baisse de vente du fonds de commerce ou du bail commercial. Et puis, on a tous ces locaux structurels où là, pour le coup, on a des successions familiales qui sont complètement bloquées. On a des locaux qui font 15 mètres carrés, qui sont vieillissants, qui sont bas de plafond, qui ne sont pas accessibles. Et là, pour le coup, j'en parlerai tout à l'heure, on a une stratégie évidemment beaucoup plus différente. Sur Cahors, ces fameux 5-6% de commerces qui sont vacants, ils sont quasiment tous liés à cette vacance structurelle. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on va avoir sur du plus long terme en travaillant avec nos collègues du patrimoine, avec nos collègues de l'habitat, pour voir comment on peut faire du changement de destination, des choses un peu comme ça. Évidemment, je crois que c'est Thomas qui en parlait tout à l'heure, il faut des outils pour pouvoir avancer sur ces dossiers-là. Évidemment, on a un observatoire économique dans lequel on a des données en tout cas qui correspondent à ce qu'on souhaite, nous, sur notre taille de ville. On a monté un périmètre de sauvegarde du commerce avec un droit de préemption sur les fonds de commerce en 2008, ce qui nous permet évidemment d'avoir toujours un droit de regard sur ce qui se passe sur la vente des fonds ou des baux commerciaux et artisanaux, de connaître les prix de vente et puis derrière d'avoir évidemment des ratios sur des prix de loyer au mètre carré sur certaines rues et derrière évidemment rentrer en discussion beaucoup plus facile avec des propriétaires qui n'arrivent pas à louer leur local. Et quand on leur met en effet des chiffres en face, même si ça ne fait pas toujours plaisir, c'est important qu'ils puissent avoir ce retour-là et évidemment
baisser le montant du loyer. Au moment du Covid, on a fait cet exercice-là puisqu'on a des enseignes, comme dans beaucoup de villes qui sont parties du centre-ville de Cahors. Et en effet, on avait beaucoup de propriétaires qui n'arrivaient pas à relouer parce qu'ils avaient un prix de loyer 3 fois au-dessus du prix du marché. Évidemment, quand on leur demande de baisser d'au moins moitié le montant du loyer, ça les intéresse pas trop. Mais finalement, quand ils les ont baissés, bizarrement, les locaux étaient de suite repris, ce qui fait qu'on a retrouvé une rue avec 100 d'activité. Voilà, donc ça, c'est évidemment des choses importantes. On a un outil de CRM, donc qui permet d'avoir un suivi complet de l'ensemble de nos entreprises au niveau de Cahors, donc aussi bien périphérie que centre-ville, et qui nous permet surtout d'avoir un vrai suivi sur les porteurs de projets que l'on suit. Donc ça, c'est important. On travaille sur les comptages piétons. Donc ça permet vraiment de voir un peu la qualité de notre centre-ville, parce que comme on dit toujours aux commerçants, nous, on est là pour vous emmener des gens en ville. Après, c'est à vous de les emmener dans vos boutiques. Donc, ces comptages piétons, ça nous permet quand même d'avoir une tendance. Voilà, même si c'est pas toujours précis, on n'est pas à une personne près, on a quand même les grandes tendances de voir comment notre centre-ville est attractif. Est-ce qu'il y a des grandes baisses? Est-ce qu'on est sur des logiques plutôt classiques par rapport aux différentes périodes de la saison? Donc, c'est vrai que ça, c'est des données qui sont évidemment primordiales si on veut avancer sur la vacance commerciale, puisque quand on est un porteur de projet, évidemment, l'une de ces demandes, à un moment donné, quand on veut travailler son projet avec lui, c'est de savoir combien de personnes un peu passent dans cette rue. Est-ce qu'il y a de la baisse de fréquentation? Est-ce qu'il y a de la hausse? Est-ce qu'on se stagne? Donc c'est vraiment important qu'on puisse travailler tout ça avec eux, avoir des données un petit peu claires et précises. On a toujours eu, nous, sur Cahors, alors toutes les villes fonctionnent différemment, mais c'est vrai que on a toujours, nous, voulu avoir un centre-ville fort, mais également une périphérie forte. On n'est pas contre les arrivées de commerçants de périphérie. On sait très bien qu'on a certaines activités qui ne viendront jamais en centre-ville, parce qu'étant une ville historique, hein, on n'a pas chez nous des possibilités d'avoir des locaux commerciaux de centre-ville qui font 1000, 1200, 1500 mètres carrés. Donc on sait très bien qu'on a parfois des activités qu'on ne pourra jamais accueillir en ville. Tout ce qui est mass market, on va évidemment le mettre en périphérie. On regarde un peu les analyses concurrentielles qu'on peut avoir sur les villes de Montauban, de Brive, d'Agen, de Rodez, pour qu'on puisse un petit peu se calibrer par rapport à eux. Et on a essayé en effet d'analyser toutes ces activités qui provoquent de l'évasion commerciale vers nos villes voisines. Donc, on a été chercher Brico Dépôt, on a été chercher Action, même si on n'est pas fan de ces activités. La ville moyenne qui n'a pas son Action en périphérie, bah, évidemment, ça suscite des petits soucis d'évasion. Donc voilà, on va aller vraiment chercher tous ces établissements de mass market qui, pour le coup, ne viennent pas en centre-ville, mais qui ont tout à fait leur place en périphérie et qui permettent surtout de garder le client sur le bassin de vie de Cahors, avec derrière l'objectif de venir drainer dans le cœur de ville. Donc c'est comme ça qu'on essaye de fonctionner. Euh, Bien sûr, quand on veut limiter la vacance commerciale, ben, on fait du marketing territorial, hein. On essaye de sortir du lot par rapport à nos villes voisines. On fait des salons, on va à Franchise Expo, on va au MAPIC, on va au SIEC. On essaye de se faire connaître, et puis on essaye d'avancer et puis d'aller chercher les enseignes, les porteurs de projets qui voudraient venir investir sur Cahors. Alors aussi bien sur du volet commercial que sur du volet d'immeuble, hein. Voilà, il faut vraiment qu'on puisse avoir des investisseurs qui rénovent de la pierre. Et comme je vous le disais, là, on travaille vraiment, maintenant qu'on a une vacance, on sait qu'elle est aux alentours de 6-7%. On va essayer d'aller faire baisser ce taux euh, en ciblant les rues pour lesquelles il y a des vacances commerciales qui sont de 50% parce qu'on est hors circuit marchand, et que du coup, il faut en effet réfléchir à une autre destination. Est-ce que ça peut être du logement PMR? Est-ce que ça peut être juste du local peut-être associatif, hein, un garage, pourquoi pas, euh, des locaux pour de la profession médicale. Euh,
Donc, on tous ces petits locaux là, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont plus adaptés à du commerce, hein, clairement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va fusionner les cellules quand c'est possible. On va changer la destination. Donc, on a là, on travaille justement dans le cadre de notre plan vélo à un local qui fait 1,90 m de hauteur de plafond, qui est vraiment vétuste et totalement inadapté, à en faire un garage à vélo sécurisé pour les habitants d'un quartier qui ne peuvent pas forcément monter leur vélo au R+3 et qui, plutôt que de le laisser dans la cage d'escalier, pourraient avoir en effet un garage à vélo adapté. On peut travailler aussi sur tout ce qui est toilettes publiques, hein. À partir du moment où on est une ville touristique, hein, il faut qu'on puisse aussi parfois proposer des toilettes publiques adaptées, comme des zones de lange pour les bébés, qu'on n'a pas forcément dans les villes touristiques, hein. Donc voilà, tout ce petit travail qu'on essaye de mettre en place, hein. Là, on a récemment trois locaux vides de longue date, hein, sont devenus autre chose que des locaux vacants, qui sont devenus des locaux où la destination a changé. Voilà, donc c'est un peu la stratégie qu'on essaye de mettre en place sur Cahors. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour du sujet. C'est évidemment très rapide, mais voilà, je me tiens à vos dispositions s'il y a des questions un peu plus précises. On a déjà quelques questions dans le chat, on y Ah, répondra d'accord, plus tard après la table ronde. Merci d'accord. beaucoup Julien pour ce retour d'expérience, c'était très enrichissant. Donc un des outils qui est important aussi à mobiliser pour développer les nouveaux modes de faire la ville, c'est l'outil de la collectivité notamment, c'est la planification. Et donc Céline Vardet, vous êtes consultante en urbanisme durable et innovant au sein de Néoclide. Donc vous travaillez notamment spécifiquement sur cette phase amont, hein, c'est ça? Et donc, vous allez nous parler de ces enjeux de planification. Je vous laisse la Merci. parole. Merci Sarah, merci David. Bonjour à tous. Effectivement, pour commencer, je voulais prendre un peu plus de hauteur. Et effectivement, vous précisez que, et comme vous le savez, et comme vous l'avez pu l'indiquer en amont de ce webinaire, que l'actualité aujourd'hui remet évidemment la planification sur le devant de la scène. Alors l'actualité climatique, évidemment, les territoires sont de plus en plus confrontés à des tensions et des crises protéiformes climatiques, de sécheresse, d'îlots de chaleur, voilà, donc qui obligent finalement à repenser et adapter les territoires et à revoir surtout notre prisme d'aménagement. À titre d'exemple, pendant l'élaboration du PLU bioclimatique de la ville de Paris, Paris s'est exercé à une situation de la ville sous 50 degrés. Donc on voit bien que ces enjeux de résilience nous obligent à repenser le territoire vers des territoires résilients, durables, solidaires, mais aussi inclusifs et sobres. Et c'est aussi une actualité juridique qui remet évidemment la planification au cœur des pratiques et puis de l'aménagement. C'est évidemment l'accélération des principales réformes et des grandes réformes ces dernières années. On a eu la loi SRU, suivie de la loi Allure, pardon, Élan également. Et puis aujourd'hui, la loi climat résilience, comme vous l'avez mentionné, Sarah, au début du webinaire. Cette accélération évidemment des réformes touche la planification et finalement rajoute une complexité. Alors seulement une complexité qui évidemment une complexité en matière, parfois une contrainte supplémentaire qui est faite d'injonctions contradictoires. On a par exemple tous les débats qui se sont cristallisés autour de la nomenclature du ZAN, mais également de cette arithmétique autour du ZAN, et puis c'est également du zéro émission nette, du fameux ZEN. Et donc on est dans un climat en fait finalement d'incertitude. On parle de calendrier resserré. La loi du 21 juillet en fait qui a visé à faciliter la mise en œuvre du ZAN accorde un délai supplémentaire. Donc le SRADET pour titre d'information désormais jusqu'en novembre 2024, les SCOT en février 2027 et puis les PLU en février 2028. Donc on est bien dans ce climat de plus en plus complexe, de thématiques de plus en plus nombreuses finalement à traiter et à prendre en compte dans la planification. On a une autre couche supplémentaire, cette concurrence des temporalités, alors le temps long de la planification, le temps long de la procédure, mais également le temps long du projet de territoire, le temps celui-ci de l'aménagement, le temps des élus versus le temps des citoyens. Donc on est un petit peu dans cette voilà, on est à l'interface de toutes ces questions, de tous ces questionnements, de toutes ces problématiques, et dans un contexte en plus d'urgence des transitions, d'urgence climatique.
finalement, la planification, elle est au cœur en fait de ce contexte-là et surtout au cœur de cette conciliation des enjeux et des visions. Et donc, on a bien besoin de cette planification pour des nouveaux modèles d'aménagement, puisqu'elle est en fait au service de la sobriété. Alors, elle est au service comment? Alors, elle est au service de la, pardon, de la sobriété, puisque c'est une organisation. Alors, on pourrait essayer de la définir, mais il me semble que la planification, c'est une organisation concertée du changement de paradigme. Donc, on a cette notion évidemment de concertation qui est prégnante, enfin évidemment prégnante dans la procédure, et puis surtout dans l'adhésion à la fois locale et citoyenne de la à ces documents stratégiques et réglementaires. On a donc cette ambition stratégique derrière la planification, c'est-à-dire que la planification se doit de porter un projet de territoire, alors à la fois sous la forme du projet d'aménagement stratégique dans les SCOT, mais également sous la forme du PADD dans les PLUI. Alors ce projet de territoire, il est porté par les élus, il se doit d'être fédérateur, de réunir et de concilier un maximum d'enjeux et surtout d'être porté par un plus grand nombre. Et c'est l'adhésion, évidemment, à ce projet de territoire qui permet donc justement sa réussite et sa durabilité, enfin sa durabilité, sa vision et son incarnation dans le temps long. Donc il me semble important de le préciser que c'est bien que pour démarrer développer ces nouveaux modèles d'aménagement, c'est bien la stratégie en premier levier, ce projet de territoire, ces orientations dans le long terme. C'est bien de traduire le développement d'un territoire, alors à l'échelle d'un SCOT, à l'échelle d'un PLUI, qui permet de projeter et d'identifier les leviers d'action qui pourront être déclinés dans d'autres documents, et notamment les PLUI, qui permettent justement d'être dans cette dynamique de réflexion et de nouveaux modèles d'aménagement. Et puis ensuite, un autre levier qui me semble important et que vous connaissez tous, c'est évidemment le levier réglementaire. La planification, elle permet en fait de traduire, la planification donc territoriale permet de traduire concrètement ce projet de territoire. Alors à la fois, vous l'avez un peu tous précisé en amont et puis dans vos prises de parole, mais c'est bien de réintégrer la nature en ville, d'être dans cette optique de renaturation, alors de développer des trames vertes et bleues, de développer des îlots de fraîcheur, mais également de refaire la ville sur la ville. On encourage la densité, mais également l'intensité des usages, à savoir sous la forme de la mixité fonctionnelle, mais également la réversibilité. On a parlé également tout à l'heure de réhabilitation, de mutation des espaces, et c'était au travers de ces éléments-là qu'on peut justement faire preuve d'innovation, d'expérimentation. Évidemment que la planification est un objet lourd et perçu comme tel par un grand nombre qui pratiquent la planification, mais c'est aussi un espace de concertation, où les acteurs locaux peuvent se réunir pour aborder ensemble et projeter ensemble leur territoire souhaité et voulu. Donc c'est un espace aussi où on peut réfléchir à la préservation des sols, à encourager sa préservation, à essayer la prise en compte de la multidimensionnalité des sols désormais. Donc voilà, finalement, c'est dans cette dynamique-là qu'on peut essayer de requalifier et de prendre en main cette planification. Et c'est justement pour ça que je me suis permise d'intégrer donc le logo de Planif Territoire, qui est donc un réseau porté par le ministère de la Transition écologique, tout particulièrement par la DGALN et qui est copiloté par la FNO et les associations nationales d'élus, que nous sommes donc à titre Néoclide est ravis d'accompagner dans l'animation de ce réseau sur les prochaines années. Et c'est un réseau qui réunit actuellement quasiment plus de 1500 membres. Pardon, 5500 membres, on a bien dépassé les 1500 depuis de nombreuses années. C'était anciennement, peut-être pour ceux qui connaissent, le Club PLUI, qui a été donc transformé l'année dernière sous cette nouvelle bannière de Planif Territoire. Planif Territoire, puisque désormais nous intégrons dans nos réflexions les SCOT, à l'échelle des SCOT et l'échelle des PLUI. Et c'est un réseau qui réunit alors un bien grand nombre d'acteurs. Vous êtes tous et toutes invités à vous inscrire sur l'adresse mail que j'ai inscrite juste en dessous du logo. C'est un réseau qui réunit collectivités, élus, techniciens, mais également services de l'État, et puis CAU et tout autre, bureau d'études également, et tout autre acteur qui porte et qui participe à ces enjeux de planification.
Et nous sommes dans cette dynamique de construction et de renforcement de cette dynamique de réseau, puisqu'aujourd'hui, nous travaillons donc à cette prise de hauteur, à cette réflexion sur des retours d'expérience, à des réflexions en interne avec justement des élus. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir au sein d'un petit groupe d'élus sur justement cette évolution du rôle de l'élu dans la planification. On voit bien que à la fois cet espace de contrainte, mais aussi cet espace d'expérimentation fait bouger les lignes pour les élus. Et donc, quelles sont les conséquences localement? Et c'est ce titre-là que je vous invite également à noter, donc la date du 7 décembre qui arrive donc à grands pas, qui auront lieu donc les rencontres nationales de planif territoire, donc les deuxièmes sous cette bannière-là, et nous aborderons évidemment toutes ces questions avec en tout cas avec du temps et avec voilà, avec du temps. Donc c'est donc de la stratégie à l'action, et rendez-vous donc le 7 décembre, pardon, tout prochainement. Et pour conclure sur cette explication des nouveaux modèles d'aménagement, j'ai souhaité donc sur la slide suivante aborder avec vous l'OAP des modes actifs du PLU d'Avignon, sur lequel avec qui nous avions travaillé alors en amont de la préparation des événements de planif territoire. Nous avions rencontré Avignon dans le cadre de cette OAP qui avait été sélectionnée dans le cadre de l'AMI bas carbone de l'ADEME. Donc vous retrouvez sur cette slide d'autres liens qui vous renverront vers les ressources appropriées. En tout cas, nous avions travaillé avec eux justement dans le cadre d'une réflexion sur la décarbonation. Et il me semblait en tout cas intéressant de vous parler de cette OAP qui justement part d'un constat, celui donc du tout automobile à Avignon, et comment justement réfléchir, comment traduire justement ce changement de paradigme, ce changement de prisme, comment passer justement à une ville apaisée, à un maillage justement complet et hiérarchisé au sein de la ville. Et ici deux exemples donc de ce PLU, de cette OAP, qui vise justement à consolider, à étendre la trame des modes actifs afin de créer un maillage justement pour une ville, comme je vous disais, apaisée et humaine. Et l'OAP contient en fait donc à la fois des orientations donc à l'échelle de la ville, mais également sur certains secteurs, et qui encouragent en fait à travailler sur les matériaux, travailler sur la dimension paysagère, travailler sur les formes, voilà, sur les zones de circulation apaisées, sur les zones de 30 km, 30 km/h, pardon, et qui permet en fait finalement de réfléchir voilà, penser en fait non plus en plus la mobilité non plus sous sa forme abrupte qui peut être la voiture, mais apaisée et douce. Et puis on a sur cette deuxième image, on a par exemple prise en compte pas seulement paysagère, mais de ce qui peut se passer également de cette multifonctionnalité des usages, puisqu'on a ce local à vélo situé sur une parcelle et qui permet à la fois cette intégration paysagère, mais aussi attribuer d'autres fonctions à certains espaces. En tout cas, voilà, c'était à ce titre-là que je souhaitais donc vous en parler pour vous illustrer ces nouveaux modèles d'aménagement, que la planification est bien au cœur de cette dynamique-là, et qu'elle est au cœur, en fait, à mon sens, sous plusieurs formes, à la fois stratégiques, réglementaires, sous cette forme de concertation, mais également sous cette forme de transversalité, puisque c'est en concertant et puis en conciliant tous les enjeux qu'on peut justement agir et traduire ces nouveaux modèles d'aménagement localement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Céline. On va passer maintenant à Dominique Renaudet, donc, qui est fondateur de Néoclide, et donc qui va nous expliquer en fait pourquoi justement on recycle le foncier, quels sont les enjeux du recyclage foncier, et quel outil est mis à disposition pour réussir à caractériser le bâti et arriver à mobiliser correctement ce foncier-là pour répondre aux besoins des territoires. Bonjour à tous, merci Sarah. Alors, si Céline avait pris effectivement un peu de hauteur sur la planification, avec la planification, moi je vais revenir un peu ras du sol et m'intéresser aux questions d'aménagement opérationnel. Alors, je vais essayer de faire rapide parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites et sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais alors, il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, première chose importante que je voulais dire, mais qui a déjà été dite, c'est qu'il faut changer de modèle de fabrique de la ville. Parce qu'on a pris conscience que le foncier était une ressource précieuse, qui était précieuse, rare, pas infinie,
et qu'au-delà de l'aspect surfacique, hein, on va pas raisonner en hectares d'artificialisation, il y a aussi une prise de conscience des fonctions du sol et que celui-ci subit des altérations. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est rechercher de la sobriété, intensifier les usages du foncier. Et donc, en corollaire, ça veut dire aussi être capable d'arbitrer sur sur les usages, travailler la compétition des usages, notamment avec cette idée qu'il faut continuer à accueillir du logement, qu'il faut continuer à accueillir des activités, mais tout ça, bien sûr, avec une ressource, le foncier, qui est finie. Alors, comment on fait évoluer ces modèles d'aménagement? Euh, la première chose aujourd'hui hein, à laquelle on est tous confrontés et qu'il va falloir maintenant apprendre à travailler, c'est la logique d'évitement, c'est éviter de consommer. Et donc, c'est faire avec le déjà là, ou dit autrement, refaire la ville sur la ville. C'est quoi? C'est identifier les dents creuses dans la ville pour voilà, essayer de positionner des projets. C'est compliqué hein, d'identifier les dents creuses, mais c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. C'est retravailler effectivement les bâtis existants, les fonciers existants et voir comment, avec les équipements en place, les bâtis en place, comment on peut intensifier les usages et refaire justement cette ville sur la ville. Et puis, c'est identifier et travailler aussi les fonciers qui sont à recycler, donc sur lesquels il y a eu des activités et qu'on va faire basculer. Et ça va être la suite de mon propos. Tout ça, c'est bien, mais c'est compliqué, c'est complexe. Pourquoi? Parce que il faut de l'argent pour recycler ces fonciers qui sont souvent en mauvais état, ils sont pollués, il faut démolir. Euh, on va voir, il y a tout un tas de difficultés qui sont attachées à ces fonciers. Alors, je vois que Sarah me presse et elle a raison. Juste Juste pour vous donner sur cette diapositive quelques éléments d'actualité, parce qu'on est dans un contexte riche sur le sujet, ça on peut pas le nier. Alors, le premier élément d'actualité qui est très très chaude, hein, c'est la promulgation de la loi Industrie verte, puisque ça date, si je dis pas de bêtises, d'hier. Donc, on est vraiment dans le cœur de l'actualité. Et donc, cette loi Industrie verte, effectivement, elle encourage elle est là pour accélérer l'implantation d'activités, d'entreprises, et donc elle incite aussi à réhabiliter les friches. Euh, quelques éléments qui me semblent vraiment importants. Je ne vais pas tous les citer sur cette diapo parce que vous les lisez comme moi, mais ce qui est très important pour faire la suite avec mon propos, c'est ce qui a été dit tout à l'heure sur le plan de transformation des zones commerciales. Et donc, on a ici un plan qui a été annoncé par le gouvernement donc en septembre, qui va permettre, qui va encourager, stimuler hein, les acteurs que vous êtes parmi vous là dans l'assistance de collectivités, acteurs de l'aménagement, qui va vous encourager à faire bouger ces zones commerciales d'entrée de ville notamment, qui sont à la fois moches mais pas toujours très utiles et pas optimisées, qui ont consommé beaucoup de foncier, qui occupent beaucoup de foncier. Et donc, on va travailler là-dessus. Le gouvernement vous incite à travailler là-dessus. C'est un plan qui est bien doté et qui est doté notamment pour vous aider à faire des études, à travailler donc en amont sur ces zones et pourquoi pas vous aider aussi pour couvrir une partie du déficit d'opération lorsqu'il faudra faire bouger ces zones commerciales. Et ça fait donc le lien avec la suite de mon propos, un peu accéléré, désolé, mais on peut passer à la diapo suivante, qui est finalement de s'intéresser à un certain nombre de ces fonciers. Donc, je ne vais pas trop parler de bâti, hein, je vais plutôt m'intéresser aux fonciers. Ces fonciers qui, finalement, sont pas encore tous des friches. Hein. Il y a des fonciers qui sont pas encore devenus des friches, qu'on peut pas qualifier de friches, mais qui ont un certain potentiel, en tout cas sur lesquels il va falloir miser dans les années à venir, qu'on va devoir travailler, qu'on va devoir faire muter, parce qu'on a besoin de retrouver cette ressource. Hein. C'est à la recherche du foncier perdu. Il faut qu'on retrouve cette ressource foncière. Et donc, la diapo que je vous présente, c'est un travail qui a été mené au sein du club Ville Aménagement avec lequel donc, on a travaillé, hein, qu'on a eu le plaisir d'animer depuis déjà 2020. On continue à travailler sur ces sujets avec le club Ville Aménagement. Et donc, c'est un travail qui a consisté à établir une grille d'analyse, une grille de questionnement qui permet de caractériser les différentes situations de recyclage foncier. L'idée, c'est quoi? C'est de regarder comment un foncier donné qu'on estime être candidat
au recyclage, à la reconversion, comment on va pouvoir le faire basculer, si possible, hein, pour une opération d'aménagement qui pourrait accueillir soit d'autres activités, enfin d'activités économiques, du commerce, du logement, etc. Mais c'est comment on exploite ce potentiel qui est difficile aujourd'hui d'abord à identifier et à qualifier surtout, et qui pose un certain nombre de questions quant à sa mobilisation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe de travail, c'est un groupe de travail, j'ai envie de dire, très opérationnel, puisqu'il était composé d'aménageurs, et notamment de patrons, hein, de sociétés d'aménagement. Je pourrais en citer quelques-uns, j'ai peur d'en oublier, mais les PAMARN étaient dans le groupe de travail, le PA Sénar était dans le groupe de travail, Europolia à Toulouse, CEDIA dans l'Est de la France. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais ce sont des aménageurs qui se sont dit, mais nous, quelles questions on a à se poser pour encourager la mutation de ces fonciers. Alors, le travail qui a été fait, hein, c'est une grille de questionnement qui permet d'une part d'identifier ce qu'on a appelé les déclencheurs de la reconversion, d'autre part de caractériser les critères de faisabilité, les leviers qui vont pouvoir être mobilisés pour ensuite enclencher la reconversion. Et troisième point, le point C, c'est bien sûr identifier aussi les moyens, les méthodes qu'il va falloir mobiliser pour arriver à ça. Et je ne sais pas si, Sarah, on a juste le temps d'illustrer un tout petit peu cette grille qui existe, qui est disponible sur le site du Club Ville Aménagement. Est-ce que j'ai encore 2 minutes? Allez-y. Ah, c'est gentil, merci. Voilà, donc alors, si je reviens quand même sur les déclencheurs de la reconversion, hein, l'idée notamment, alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, rassurez-vous, mais c'est par exemple d'essayer d'identifier des signaux forts ou faibles, visibles ou invisibles, qui nous disent que telle zone d'activité économique, telle zone commerciale, finalement, dans 5 ans, 10 ans, elle risque d'être complètement abandonné, d'être en friche, et il faudra faire quelque chose. Donc l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce qui nous permet d'identifier ça le plus tôt possible pour agir le plus tôt possible. Et l'un des enseignements qu'il faut tirer aussi de ce travail-là, c'est de dire qu'évidemment, plus on aborde ces fonciers tôt, plus on aura de facilité, a priori, à les traiter. Donc, c'est un certain nombre de critères, comme le vieillissement de ces zones, leur dégradation apparente ou pas, le turnover des occupants sur une zone commerciale, par exemple. Ça va être des indicateurs qui vont nous dire, ah tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a évidemment les contraintes qui pèsent sur le site. Il peut y avoir des contraintes réglementaires, des contraintes physiques qui font que un industriel, par exemple, qui occupe un site peut se dire, à un moment donné, là, ça devient compliqué de continuer à exploiter le site. Il va peut-être falloir que je change de site. Donc ça, c'est aussi un autre déclencheur, déterminant de la mutation, la mutabilité. C'est l'inadaptation avec d'autres fonctions urbaines, notamment quand la ville rattrape ces zones d'activité ou rattrape ces zones commerciales, eh bien, vous avez de nouveaux habitants qui viennent finalement cohabiter avec ces activités-là, et ça peut créer du conflit, et ça peut changer la situation et pousser les propriétaires fonciers de ces zones à muter. Il y a la pression du modèle économique de l'occupant, qui peut avoir lui-même aussi ses propres raisons de quitter le site, hein, je ne rentre pas dans les détails, et bien sûr le climat politique local, et ça c'est très très important, qui peut être soit un frein à la mutation. En gros, on ne veut pas faire de vagues, c'est le statu quo, surtout on ne fait rien. Évidemment, c'est pas la bonne attitude, nous semble-t-il, soit au contraire un levier justement pour encourager les propriétaires fonciers à bouger. Voilà pour les déclencheurs. La faisabilité, les leviers, je sais que je dépasserai mon temps si je les décrivais tous, mais il y en a un sur les 7 qui sont indiqués là, qui est vraiment important, qui pèse le plus, bien entendu, c'est la levée des contraintes et les coûts techniques de la mutation. Bien souvent, on est face à des fonciers qui ont des coûts de ce qu'on va rappeler de proto-aménagement, c'est notamment de dépollution démolition et dépollution, qui sont des coûts importants et qui ont du mal à tenir dans l'équation globale du réaménagement. Donc ça, c'est un point particulièrement important et qui va conditionner beaucoup de choses.
Je m'arrête là. Si vous voulez plus de renseignements sur cette grille, vous me faites signe. Ou alors, vous pouvez aussi la trouver avec le rapport qu'on avait publié à l'époque sur le site web du Club Ville Aménagement. Voilà, et je m'arrête ici. Merci beaucoup, Dominique. Alors, effectivement, Céline l'a mis dans le chat. Donc, vous pouvez avoir accès à cette grille facilement. Merci beaucoup, Céline, aussi pour la transmission. Alors, on va passer à nouveau à la présentation d'un outil avec David qui va nous présenter justement comment on peut questionner les usages d'un projet d'aménagement et justement avoir accès à une grille de questionnement qui nous permet de faciliter ce processus-là. David, je te laisse prendre la parole. Oui, donc ces circuits, on les veut le plus opérationnel possible et je suis très content de voir la présentation qui vient d'être faite de la grille, puisque c'est un outil très concret dont on peut se saisir. Donc nous, dans cet esprit-là, on a aussi développé un outil qui va permettre de balayer les questions d'usage pour un projet d'aménagement, partant du constat qu'en fait, on était un peu perdu dans toutes les questions qu'on pouvait se poser. Donc ça, c'est une grille qui permet un petit peu de rebalayer ce qui concerne, on va dire, la décision de ne pas construire. Qu'est-ce que je peux faire autre que de construire en dehors de mon centre-ville un bâtiment? Et comment je peux me poser ces questions-là? Donc cette chronologie-là, en fait, vous voyez que dans l'acte 2 et 3, c'est là qu'on retrouve les questions des usages qui viennent d'être évoquées, à la fois par Céline ou par Dominique. On va partir du principe que l'acte 1, c'est-à-dire que le besoin est avéré. Ça peut paraître évident, mais on a encore une suroffre commerciale, on a encore une suroffre de bureaux dans le 06 notamment, qui s'explique par des logiques de marché et non pas par des logiques d'analyse du besoin du territoire. Donc ça revient à ce que disait Julien sur la connaissance de l'existant. Voilà, la connaissance de l'existant, c'est savoir ce dont on a besoin sur son territoire. Donc c'est l'acte 1. Donc on va prendre cet acte 1 acquis. On a vraiment besoin d'offrir et on va se poser les questions d'usage. Donc l'acte 5 aussi, on va l'écarter et on va se concentrer sur les actes 2 qui consistent à trouver des alternatives finalement à la construction neuve. Notamment avec l'acte 3, maximiser, intensifier les usages, mutualiser. Donc, on peut aller aux questions suivantes. Toutes ces questions-là, évidemment, on se les pose en amont des questions d'aménagement, des questions de programmation. On peut aller au stade suivant. Et donc, on a un petit outil qui est libre d'accès. C'est un outil qui a été développé en no-code. No-code, ça veut dire qu'il n'y a pas de développeur informatique derrière. C'est un outil libre qui a été développé. Et c'est sous forme de petites bulles où on va permettre, en fait, déjà de comprendre toutes les définitions d'usage, de cibler ses enjeux. Et surtout, l'acte 3, c'est se poser les bonnes questions en fonction de la typologie. Et d'ailleurs, on peut avancer. Alors voilà, déjà, qu'on soit bien d'accord quand on se pose une question d'usage, on part des besoins. On a des besoins vitaux pour une ville qui sont travailler, se nourrir, se déplacer, faire ses courses. Et donc, du coup, ces besoins, ils sont souvent confondus, encore maintenant, avec l'acte de construire. C'est-à-dire on va imaginer un besoin, on a besoin de bureau. Non, on n'a pas besoin de bureau, on a besoin de lieux pour travailler et donc de postes de travail. Et donc, si on réfléchit comme ça, dans ce sens-là, on casse un petit peu le système qui consiste à dire on construit, on s'approprie et derrière on trouve des preneurs pour les bureaux. Donc c'est le cycle classique de l'aménagement. Donc là, en se posant des questions d'usage, on va un petit peu inverser le cycle et finalement remettre l'utilisateur au centre de la conception. Je vous donne peut-être l'exemple typique, c'est l'exemple des bureaux. On a des postes de travail, on peut imaginer toutes des solutions de mutualisation, de chronotopie, d'intensification, d'autant plus dans les périodes où on a des taux d'occupation qui baissent, avant de passer à l'acte de construire des bureaux. On va aller au slide suivant. Ça c'est juste pour poser les enjeux en fonction des différents contextes.
Évidemment, dans un contexte de quartier prioritaire de la ville, on aura d'autres questions que sur un centre-ville existant où on vient de parler de l'intensification des commerces. On aura plus des questions peut-être de rénovation énergétique. Et donc, du coup, on a un petit peu balayé les enjeux. On va aller à la suivante dans l'outil. Et voilà, ça, c'est le cœur de l'outil. C'est-à-dire que on a défini 6 configurations pour se poser les questions d'usage. Ils sont déclinés en 2 grands groupes, le renouvellement urbain ou j'ai une extension urbaine inévitable. Je peux quand même me poser des questions d'usage au moment de la conception. Et ça, à l'échelle, donc ça a été dit par Céline, à l'échelle stratégique, à l'échelle du bâti, mais aussi, et on les oublie souvent, à l'échelle des espaces publics pour lesquels on peut imaginer des intensifications d'usage et éviter des artificialisations. Donc en fait, on va aller à la slide suivante. L'outil est construit en fait pour se poser toutes les questions d'hybridation, donc plusieurs usages dans un milieu, de mutualisation, de chronotopie. Donc là, cette fois-ci, d'utiliser suivant les différentes temporalités, un aménagement urbain ou un bâtiment, de connaissance de l'existant, et ensuite la modularité et la réversibilité, qui ont des temporalités différentes, la réversibilité concernant plus la deuxième vie d'un bâtiment. Et donc, pour chacune de ces 6 catégories, on va se poser ces questions-là. Et si on va aux slides suivantes, ça vous donne des exemples de questionnements qui sont proposés. Donc, par exemple, sur la connaissance de l'existant, c'était le démarrage du webinaire. On a formulé les questions. Est-ce que vous connaissez bien les bâtiments vacants, mais on a aussi les bâtiments sous-occupés, le peuplement de vos logements. Avez-vous inclus les enjeux de revitalisation du centre-ville? On en a parlé notamment au sein du document d'aménagement artisanal et commercial, qui est en fait un petit bout d'un DO, d'un SCOT, d'un document d'orientation et urbanisme. Alors ça paraît bête, mais si on n'a pas ce document-là qui précise que la priorité, c'est la revitalisation du centre-ville, et ben, les commissions qui vont devoir donner les autorisations auront du mal à dire, voilà, le projet n'est pas conforme puisqu'il ne répond pas aux dynamiques de redynamisation du centre telles qu'on l'a imaginé. Donc, ces outils de planification, ils sont essentiels. Alors, vous l'aurez compris, ces questions, elles sont formulées, mais derrière chacune de ces questions, il y a forcément une ressource précise qui va beaucoup plus loin. Et l'idée de cet outil, c'est finalement un prétexte pour amener le questionnement, un petit peu ouvrir les chakras et derrière aller chercher l'outil qui va aller beaucoup plus loin. Donc j'ai vu que dans le chat, c'est je crois Edouard qui a parlé de 0 logement vacant. Donc là, on va aller à l'échelle fine pour le logement vacant et pas de vacances, c'est plutôt une échelle un peu supérieure où on va pouvoir contextualiser l'enjeu de la vacance sur son territoire. Là, je vous ai mis un autre exemple. C'est l'Atlas du foncier invisible qui était juste avant sur la slide, euh, qui a été réalisé par le Grand Poitiers. Et là, on a une illustration en fait de tout ce qu'a dit Dominique sur le potentiel du foncier. On parle souvent du potentiel du bâti, on oublie le potentiel du foncier. Et donc, notamment dans les tissus économiques, tissus pavillonnaires, dans les tissus d'activité commerciale, on a un foncier disponible qui peut être exploité. Alors, pas forcément pour construire, ça peut être aussi pour intensifier la nature, la nature en ville, en tout cas répondre aux besoins du territoire. Et donc, cet outil-là, c'est un véritable outil, je dirais, opérationnel pour aller sur le terrain, parce qu'on a des illustrations très concrètes de situations de foncier qu'on peut mobiliser. Donc, je ne vais pas défiler en fait tous les slides, Sarah, parce que l'idée, c'est simplement de vous dire que voilà, derrière, si on peut aller rapidement, on a des slides avec des questions. Par exemple, là, c'est la chronotopie et des ressources qui permettent finalement de mettre le pied à l'étrier sur ces questions d'usage. Et en tout cas, d'arriver à un moment de se dire, bah oui, j'y avais pas pensé. Parce que finalement, c'est ça. Est-ce que j'ai pensé à la mutualisation des places de parking? Ah ben non. Dommage, parce que j'avais à la fois du commerce, j'avais du bureau et j'avais du logement qui ont toutes des temporalités différentes. Et un simple droit d'usage aurait permis de dimensionner à la baisse l'offre de stationnement en répondant parfaitement aux besoins, que ce soit des commerces, des résidents ou des bureaux. Et donc, c'est finalement
éviter de rater des questions essentielles au moment de la conception qu'on a développé cet outil. Et cet outil, je vous le précise, c'est pas l'ADEME qui l'a développé, c'est le bureau d'études Auré et Induigo avec l'ADEME et avec les collectivités qui étaient avec nous dans l'expérimentation. Et ce qui permet de faire un outil, à notre sens, qui est opérationnel. Voilà le dernier exemple, réversibilité, plein de questions à se poser sur la réversibilité du bâti avant d'envisager une démolition-reconstruction. Et donc, une autre ressource, là, économie circulaire réversible à l'échelle du bâti, qui a été publiée par l'ADEME. Merci Voilà. beaucoup, David. Donc, j'ai rattrapé les 5 minutes, tu as vu? Effectivement, c'est parfait. C'est parfait. Euh, Peut-être une dernière petite question avec une réponse courte pour tous les intervenants. Selon vous, quel est le principal défi là que vous voyez à relever pour arriver à adresser ce sujet de la sobriété dans l'aménagement? Une première étape. Thomas, je vous donne la parole en premier. Oui, merci. Bah, écoutez, c'est vraiment très compliqué. J'avais une idée au début et maintenant j'ai changé, mais bon, c'est pas grave. Si là, demain, il fallait, à mon sens et de ma position, un des principaux leviers là, c'est de continuer un peu comme vous l'avez fait aujourd'hui, à présenter des références, et je pense que s'approprier toutes ces connaissances, ces références, c'est ce qu'on appelle un peu les bonnes pratiques aujourd'hui, en les rendant les plus accessibles à toutes et tous. Ben, il faut que ça soit faut qu'il y ait rapidement un passage, à mon avis, qui soit fait, depuis la bonne pratique un peu exemplaire aujourd'hui à finalement la pratique, courante, de tous les jours, quoi. Et donc ça passera par, voilà, par, beaucoup d'acculturation et puis d'essais, d'erreurs et de démonstrations un peu comme ce qui a été fait aujourd'hui. Mais dans la culture, de la sobriété, il y a une dimension de partage qui est incontournable et pour ça, il faut qu'on ait des références, partout, sur tous les sujets. Et il y a encore certains secteurs qui sont relativement, opaques, voilà, pour, rester poli et je pense notamment au commerce sur lequel on travaille beaucoup en ce moment avec David, par exemple, où, on a vraiment du mal à avoir une, vision claire, des enjeux, en particulier à cause de ça, quoi. Manque de références, de quelle place ça peut avoir justement dans, l'éventail de la sobriété et des solutions de transition. Donc on tâtonne encore un peu, à mon grand regret. Enfin, c'est pas qu'au mien d'ailleurs, mais, voilà, je pense qu'il faudrait agir là-dessus en priorité. Ok, merci beaucoup Thomas. Je passe la parole à Julien. Oui, alors moi je suis très embêté également. Je pense que David Canal a donné pas mal d'éléments juste avant, parce que je m'étais aussi noté évidemment tout ce travail sur les places de stationnement, ou en effet qui sont enfin, tout ce foncier sur le stationnement qui doit être évidemment revu, notamment sur les zones commerciales, hein. Moi, je prends souvent des exemples enfin, qu'on ne veut plus, nous, ici, sur le territoire du Grand Cahors. Voilà, on n'est plus sur la zone de l'entrée de ville, mais on est vraiment sur la zone d'activité. On est sur tous ces bâtiments de logistique, qui demandent des fonciers énormes, et en termes de circulation et en termes de bâti, pour finalement générer extrêmement peu d'emplois. Voilà, je pense que typiquement, ça, c'est des choses sur lesquelles il faudra évidemment retravailler. Alors, moi, pour ce qui me concerne plus, mon inquiétude, et là où il faudra vraiment mener quelque chose, et c'est ce que j'essaye de dire à mes élus, moi, en local, moi, ce qui m'inquiète, c'est pas forcément la périphérie, qui a son rôle à jouer dans la dynamique d'une ville, le centre-ville, bien évidemment, mais c'est cet entre-deux, moi, qui m'inquiète beaucoup. C'est ces fameuses entrées de ville qui deviennent des petits centres-villes, dans lequel on commence à avoir, sur tous ces ronds-points là, de périphérie, donc le boulanger, le pharmacien, le kiné, le médecin, maintenant la radiographie, le labo, et qui commence du coup à déplacer un petit peu, un petit peu le public. Donc pour moi, l'enjeu, il va être là, c'est vraiment d'identifier clairement des endroits où le commerce de proximité a sa place et des endroits où le commerce de périphérie doit avoir sa place. Mais cet entre-deux là me semble être un enjeu majeur là sur les années à venir. Voilà.
Merci Julien. Et ensuite, on passe à Néoclide, donc Dominique ou Céline, comme vous le souhaitez. Dominique, je vous laisse commencer. Allez, bah alors, ok, je vais essayer de faire court là aussi. Mais moi, je ferais bien du 3 en 1. J'ai trois choses qui s'enchaînent bien comme étant pour moi des défis importants. Le premier, c'est de dire qu'il faut changer vraiment de regard sur la ville. Et quand je dis changer de regard, c'est pas au sens figuré, c'est vraiment au sens propre, c'est-à-dire se dire comment, voilà, ce qu'on a sous les yeux peut devenir autre chose. Donc, c'est pas d'aller chercher des fonciers loin, là, en extension, en périphérie, etc. Non, c'est retravailler la ville, c'est bien refaire la ville sur la ville. Et ça, c'est pas si anodin que ça de dire qu'on change de regard sur la ville. Et donc, ce qui va avec, c'est de se dire aussi qu'on va retravailler, on a évoqué la mixité des usages, et donc on va retravailler cette ville, réincorporer des activités dans le tissu urbain, et donc ça pose des questions de cohabitation. Donc il y a le défi de rendre tout ça vivable. Il faut que il faut que ça reste bien sûr vivable. On est là pour faire communauté. Donc c'est comment on cohabite, on fait cohabiter ces fonctions. Et dernier défi, c'est le financement. La sobriété, il faut quand même à un moment donné arriver à la financer. On a vu que ça pouvait coûter de l'argent de remettre, recycler des fonciers, remettre des fonciers en service. Et donc, toute la question, ça va être de trouver les moyens de financer ça et de valoriser peut-être des externalités positives aujourd'hui qu'on ne sait pas bien valoriser, mais qu'il faut qu'on remette dans l'équation. Voilà. Merci beaucoup Dominique. Céline, vous voulez ajouter Oui. quelque chose? Effectivement, donc pour rebondir justement sur ces trois points, Dominique, mais je rajouterais la concertation et je pense qu'effectivement, pour cette cohabitation, la concertation est nécessaire, élargir son champ de concertation aux citoyens, la concertation institutionnelle, et qui permet à ce moment-là de penser cette adhésion collective, ce portage collectif pour faire adhérer un plus grand nombre à ce changement justement de regard et ce changement qui s'opère et qui voilà qui permettra justement de faciliter cette mise en œuvre à tous les plans de la sobriété. Merci beaucoup. Mais un grand merci pour votre participation. Alors cette fois, c'est le temps de la salle. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui étaient posées dans le chat. Donc n'hésitez pas à en poser d'autres. J'ai déjà une première question qui a été posée assez tôt dans le webinaire. Sylvia Pellegrini, je ne sais pas si elle est toujours présente. Alors, peut-être pas, donc je vais la poser directement. J'ai proposé à ma collectivité de faire des travaux sur les locaux non conformes à des associations, entreprises contre exemption de paiement de loyer. Et on me dit que ces travaux ne peuvent pas être délégués et doivent être faits par la collectivité. Comment faire lorsqu'elles n'ont pas les moyens? Lorsque les collectivités n'ont pas les moyens de... Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Pardon, mais ça veut dire que la collectivité est propriétaire des murs? Alors, bah, j'espère que la personne qui a posé la question est présente. Je crois qu'elle est plus là, malheureusement. Ben, on va partir du principe qu'en fait, elle ne l'est pas propriétaire. Ah, Et une des solutions, c'est justement d'acquérir le foncier. Peut-être que Julien, vous pouvez nous dire comment vous faites, vous, pour redynamiser ces locaux qui sont vacants pour des acteurs économiques qui ne sont pas forcément, qui peuvent être des associations et qui n'ont pas forcément les moyens. Comment vous allez chercher ces locaux vacants et quelle foncière vous mettez en place? bien sûr. Alors, on a la chance sur Cahors de ne pas faire encore ce que font beaucoup de villes, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas les moyens financiers, hein, de toute façon, on n'est qu'une ville de 20 000 habitants. Donc on n'est pas une collectivité qui achète beaucoup, qui devient propriétaire de tous ces immeubles et puis qui fait ses aménagements et qui remet du commerce à faible loyer sur les rez-de-chaussée. On n'a pas, nous, cette capacité financière-là. Alors on travaille évidemment avec l'établissement public foncier d'Occitanie sur des immeubles, sur des immeubles entiers, mais sur lesquels on a quasiment toujours des investisseurs qui sont ciblés pour acheter derrière. Donc on n'a pas de souci là-dessus. Nous, on est propriétaire d'aucun murs commerciaux. Donc, la seule chose que l'on fait pour l'instant, et ça marche, c'est que de la négociation avec les propriétaires, simplement, pour les inciter à rénover ou à mettre leurs locaux aux normes, à
à faire les travaux nécessaires. Voilà. Après, pour l'instant, nous, on n'intervient pas, en tout cas, particulièrement sur les rez-de-chaussée commerciaux. Voilà, on est que sur de la négociation avec les propriétaires et investisseurs en amont. Alors, je compléterai avec un outil, parce qu'on essaye au fur et à mesure dans le chat là, de vous diffuser des outils qui sont opérationnels. Il y en a un en particulier qui est une publication de France Ville Durable sur la redynamisation des raies de ville, qui ont un petit peu balayé les dispositifs juridiques possibles à mettre en place pour réinvestir ces lieux-là. On a parlé tout à l'heure de l'exemple de parking vélo, mais il y en a d'autres. Et donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir sur le site France Ville Durable cet outil. Je vous ai partagé un petit peu en haut du chat l'outil. Merci beaucoup. Effectivement, tous les outils qui seront partagés dans le chat, on les remettra dans le compte-rendu pour que vous y ayez encore accès par la suite. Une autre question de Isabelle Besson. Est-ce que Isabelle Besson est toujours présente? Oui, je suis là. Oui, je vous laisse poser votre question du coup directement. Oui, c'était pour savoir si il y avait une réflexion de fond pour prendre un petit peu le temps de faire émerger des filières qui devront répondre aux enjeux écologiques, climatiques, etc., auxquels on va devoir faire face. Parce que pour l'instant, j'ai assisté à plusieurs webinaires concernant les zones d'activité économique et je pense que la priorité, c'est toujours de répondre à une demande d'installation de commerce, d'entreprise, etc. Mais on ne se pose pas la question des objectifs à atteindre et on ne se pose pas trop non plus la question de ce qu'attend la société civile, parce qu'en fait, je crois que la société civile là, est vraiment en train de changer, d'attendre autre chose que du commerce avec des grandes surfaces, des énormes cafés en banlieue autour des ronds-points comme parlait Monsieur Le Tourneur, hein. Et il va falloir faire émerger une autre économie et j'ai pas l'impression qu'on ménage de la place et qu'on prenne le temps de réfléchir à ça dans les démarches actuelles où on est plus concentré sur identifier le foncier, mettre des outils pour récupérer le foncier en place, etc. Mais il n'y a pas pas assez de réflexion de fond, en fait. Oui, alors je peux prendre la parole. Je suis tout à fait d'accord avec vous et merci de mettre le sujet, enfin de le présenter de cette manière-là. Effectivement, il y a, je pense, avant toute chose, facilité voire peut-être un peu un abus de langage de la part des urbanistes, des aménageurs, des personnes qui travaillent avec l'immobilier, avec le bâti, à forcément se focaliser sur le bâti, le foncier et de pas forcément regarder beaucoup plus loin. Voilà, il y a quand même la plupart des professionnels ont ces notions-là d'usage et de besoin en tête, mais c'est vrai qu'ils sont pas toujours formalisés très clairement et pas forcément et encore moins formalisés à travers des enjeux de transition et de sobriété. Notamment ceux dont on a pu parler cet après-midi, mais il y en a bien d'autres. Il y a beaucoup d'enjeux sociaux et environnementaux assez spécifiques, quoi. Si vous voulez, il y a quelques acteurs associatifs, notamment locaux, qui émergent, voilà, pour agir avec des solutions parfois ponctuelles et parfois un peu plus de fond. Et récemment, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle Surface Plus Utile, donc qui est dans le giron de Plateau Urbain, que vous connaissez peut-être, qui fait de l'occupation temporaire. Et donc l'objet de Surface Plus Utile, dont je fais partie, donc voilà, petit disclaimer, conflit d'intérêts, a pour but justement de rendre visible les acteurs de l'ESS et leurs besoins en immobilier, en patrimoine, pour aller ensuite auprès des propriétaires, des foncières, des collectivités en disant voilà, il y a énormément d'entreprises qui cherchent à se monter, qui ont une grande difficulté à avoir accès aux fonciers et aux locaux abordables pour des activités réputées vertueuses, quoi, ou en tout cas qui ont un impact ESS. Donc ça commence à venir. C'est vrai que c'est une voix qui est difficile à entendre pour le moment parce que c'est pas forcément la priorité. Et comme le rappelait, il me semble, Monsieur Renaudet, il y a aussi la question de l'argent, quoi. Il y a certaines initiatives qui sont très compliquées à intégrer dans des projets de neuf ou de restructuration parce qu'il y a des équilibres économiques qui, voilà, malheureusement, sont ce qu'ils sont. Ceci dit, il y a quelques acteurs qui s'en sortent plutôt bien. Enfin, quelques. Il y en a un notamment, je pense à Belleville, la foncière Belleville,
qui développe son activité de foncière solidaire dans le dur, avec des projets qui sont vraiment très impressionnants. Je pense notamment au hall de la Cartoucherie, en plein cœur de Toulouse. Voilà. Mais sinon, oui, je suis assez d'accord avec vous. Il y a une question un peu de fond sur les grandes fonctions qu'on cherche à développer en ville, quoi. Un complément, Dominique? Oui, pour à la fois pour abonder ce qui vient d'être dit et pour y mettre effectivement une note de perspective encourageante, c'est-à-dire que c'est vrai que ce sujet du développement des zones commerciales et des zones d'activité, c'était un peu un angle mort hein, des politiques publiques au niveau national, en tout cas jusqu'à il y a peu de temps. Il n'y a pas de réflexion nationale, à ma connaissance, vraiment lourde, engagée sur le sujet, si ce n'est les dispositifs qu'on a évoqués quand même pour réinventer ces zones, ces entrées de ville et ces zones commerciales, là, quand même, il y a quand même ça. Et puis ce que je veux dire, c'est que on a quand même, et c'est ça qui est encourageant, justement, on a quand même un certain nombre d'acteurs de l'aménagement, et donc je faisais référence aux travaux du Club Ville Aménagement, dont, voilà, moi je ne suis pas aménageur, mais je vais me faire un peu l'avocat des aménageurs. Eh bien, ce sont des réflexions qui sont quand même aujourd'hui vraiment au cœur des travaux de ces gens-là. Quand on regardait la grille tout à l'heure que je présentais, hein, on voit bien sur la fin de cette grille, c'est comment on imagine de nouveaux modèles urbains, de nouvelles mixités d'usage. Donc, ça veut dire que les aménageurs prennent conscience qu'il faut changer de modèle. Le réseau national des aménageurs travaille aussi beaucoup là-dessus. On a un certain nombre de collectivités qui se retrouvent et qui réfléchissent à tous ces sujets-là. Donc ça bouge. Donc c'est quand même plutôt encourageant, même si effectivement il n'y a peut-être pas cette réflexion de fond au niveau national. Merci beaucoup. Pas d'ajout Non, c'est bon. Peut-être préciser simplement que euh, le document stratégique qui est censé poser le projet politique sur ce sujet-là en particulier, il existe, hein, c'est le document d'aménagement artisanal et commercial et logistique. Il doit définir en fait quelles sont les zones d'implantation prioritaires qu'on souhaite, quel type de commerce on veut voir émerger. Et donc, si on ne se saisit pas de ce levier, de ce document d'urbanisme, eh ben, on se retrouve à ramer à contre-courant après derrière. Et donc, il y a quand même là un enjeu politique fort, à savoir quel projet je souhaite avoir sur mon territoire. Et si c'est écrit noir sur blanc, ben, derrière, ça décline. Moi, en tout cas, derrière, c'est plus facile pour engager les acteurs dessus, quoi. Voilà, c'est ce que je pense. Et je vous ai partagé d'ailleurs une publication du Surema qui explique comment ce document peut être prescriptif en termes d'implantation commerciale. Alors, on a une question qui vient d'être posée par Stéphanie Bardon. Vous voulez prendre la parole directement, peut-être Stéphanie? Oui, allez-y. Vous m'entendez? Ouais. Non, juste, bah, voilà, moi après je suis pas forcément une spécialiste, mais donc moi je me présente, chef de mission à l'économie sociale et solidaire sur, un des territoires le territoire Grand Orly-Seine-Lièvre, sur la métropole du Grand Paris. Et donc là, effectivement, la question de l'accès des structures de l'ESS aux locaux d'activité et bureaux est un vrai sujet, surtout, dans nos zones denses, urbaines dans un contexte de pression foncière hyper important. Donc ces sujets effectivement, me causent bien. En revanche, ma question effectivement portait sur ce nouveau dispositif du bail réel solidaire qui, je pense depuis très récemment s'applique également aux locaux, alors commerce, mais peut-être d'activité. Heu donc ça et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, donc ça m'aurait enfin, je pense que ça aurait été intéressant. Je ne sais pas dans quelle mesure un décret d'application a été passé ou pas, mais je sais qu'il y a une actualité à ce sujet, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pareil, on a eu nous, mais ça on n'est pas arrivé, à pour on n'a pas concrétisé là-dessus, peut-être que ça viendra, mais une réflexion sur, une SEM, la constitution d'une SEM de portage immobilier, qui serait, auquel, des collectivités, amèneraient du capital, co-investiraient, et qui permettrait effectivement, bah, de déléguer finalement, le portage,
peut-être la gestion, on n'est pas allé jusqu'au bout, mais de ces fameux locaux et qui nous permettraient justement de maîtriser, d'avoir la main sur l'occupation de ces locaux au regard de notre, enfin des besoins existants et de ce qu'on a envie de développer. Voilà, donc deux sujets qui n'ont pas, enfin voilà, sur lesquels il y aurait peut-être eu un intérêt à parler. Oui, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire à part entière, hein, en commençant par la dissociation du foncier et du bâti, effectivement, parce que je ne sais pas, Dominique ou Thomas, vous voulez peut-être réagir là-dessus, notamment sur la dissociation entre la pleine propriété d'un bien et de son foncier, qui est un frein absolu pour l'achat, et peut-être des baux qui soient solidaires ou qui ce soient des bails commerciaux ou qui permettent justement de dissocier ce foncier bâti. Mais après, on ouvre une porte là qui pourrait faire l'objet quasiment d'un webinaire dédié. Moi, je veux bien réagir rapidement, mais sur le bail réel solidaire d'activité, moi, j'ai pas d'exemple en tête précis, si ce n'est que je sais que c'est. Alors, est-ce que c'est en réflexion ou plus qu'en réflexion? C'est du côté de l'EPF Vendée. Voilà, il y a des choses qui ont été faites ou qui sont à l'étude. Donc, en tout cas, sur cette dissociation foncier bâti, c'est sûr que c'est un outil intéressant, prometteur. Alors, qui permet donc à des offices de se positionner, des offices fonciers de se positionner. Alors, il faut voir aussi si les taux d'intérêt aujourd'hui qu'on a sont pas, qui ont beaucoup bougé ces dernières années. On était sur des taux d'intérêt qui étaient bas il y a encore quelques années, qui maintenant ont pas mal monté. Est-ce que ça permet à ces offices d'avoir des modèles économiques qui sont viables dans le temps? Ça, c'est une autre question et qui dépasse mon champ de compétences. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet prometteur autour de, effectivement, tous ces outils, tous ces baux et ces outils de dissociation foncier bâti. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, du coup, puisque j'ai la parole, j'en profite pour dire que le 14 novembre, donc c'est très, très bientôt, à Bordeaux, on a toute une journée qui est dédiée à la question de la spéculation foncière. Et il y a des ateliers l'après-midi, justement, qui sont organisés sur ces nouveaux outils, ces nouveaux modèles à la fois de maîtrise et d'aménagement du foncier. Donc ça, c'est le premier point. Et sur les foncières, est-ce qu'on peut avoir développer des foncières? Alors oui, il y a des choses aussi qui bougent pas mal sur le sujet, avec notamment la Banque des Territoires. Et là, je vais pas parler à leur place parce que je sais pas s'ils sont d'ailleurs dans l'assistance, mais avec la Banque des Territoires qui aujourd'hui se dote d'une politique aussi très proactive pour soutenir des SPL au niveau local, enfin en tout cas travailler avec des SPL au niveau local pour voilà, investir, avoir en tout cas des outils d'investissement, de portage foncier et qui permettent de réaliser ces opérations. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus, mais on est sur une actualité, effectivement, comme le dit David, qui mériterait certainement des développements à part entière sur ces sujets-là. Merci Dominique. Thomas, vous vouliez ajouter quelque chose, non? Oui, très rapidement. Effectivement, la Banque des Territoires a tenu il y a, je pense, 2 ou 3 semaines toute une matinée de conférences sur le sujet. C'était très intéressant. Il y a déjà des foncières commerce qui existent, alors pas un peu partout, mais ça commence à arriver, notamment celles adossées à des aménageurs locaux. Je pense notamment à la foncière de Normandie, qui existe depuis quelques mois ou quelques dizaines de mois en tout cas. Voilà, et qui petit à petit va maîtriser des commerces dans le diffus ou dans de la ruralité assez avancée. Après, sur la question de qui doit porter quoi, c'est assez difficile de enfin voilà, j'aurais pas forcément d'avis comme ça. Il y a le rapport très récent de la Cour des comptes sur les politiques publiques de l'État en faveur du commerce de proximité, qui rappelle un tout petit peu à l'ordre les montants qui auraient été attribués justement à l'acquisition de certains locaux et les conditions d'accès. Enfin voilà, il y a encore, je pense, un peu de travail à faire pour mieux comprendre comment ça s'est passé, notamment dans le cadre des différents FRLA et ce qui s'est passé avec Action Cœur de Ville.
Mais oui, de toute façon, les foncières commerce fleurissent avec certains exemples un peu historiques. Je pense à la Semaest, par exemple, mais dans un contexte vraiment très particulier. Mais ça existe. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout de suite intégrer effectivement des enjeux de dissociation foncier-bâti? Ça, c'est une question auquel je n'ai pas envie de répondre maintenant. Ça me paraît vraiment trop compliqué d'avoir un avis tranché tout de suite. Et juste pour répondre, toujours Stéphanie, pardon, l'idée c'était. On vous entend plus. Et Bon, on là, va. c'est bon? Oui. Oui, ça y est. Ouais, je fais juste réponse très courte. Effectivement, l'idée, c'était pas d'avoir tant une position, mais plus de savoir effectivement si s'il y avait des expériences, des retours d'expérience, alors même que cette mesure est assez récente. Mmh. Voilà. Et puis dernière chose, mais c'est pas pour ouvrir le débat, c'est aussi, on n'a pas, à mon sens, enfin, c'est vrai qu'on a peu parlé du rôle des bailleurs sociaux aussi, notamment dans le cadre des projets de rénovation urbaine où la question de l'utilisation des rez-de-chaussée à vocation d'activité dédiée à l'économie sociale et solidaire est très présente. Mmh. Et là encore, voilà, mais voilà, encore une fois, c'est pas pour ouvrir le débat, mais c'est un vrai sujet malgré tout. C'est peut-être quelque chose qu'on abordera dans un prochain webinaire, ce sujet de. Donc, on est encore en train de cadrer, mais ça va certainement arriver à un moment donné. Moi, je peux vous dire une phrase dessus parce que je suis en plein dedans là. Mais récemment, sur l'ancien siège de l'AP-HP, il me semble, à Paris, il y a une énorme opération de restructuration massive du bâtiment, dont la moitié des rez-de-chaussée sont attribués à Basse Commune, qui est une foncière solidaire justement qui maîtrise ces rez-de-chaussée-là. Et donc c'est une tentative à une échelle assez inédite, hein, avec voilà, des enjeux qui ne sont pas forcément reproductibles ailleurs, mais en tout cas, ça existe. Merci beaucoup, Thomas. Il y a une David? dernière question, Sarah, que j'ai notée sur le chat. C'est pour Julien. On demande à partager la méthodologie de constitution de l'Observatoire économique local qui a été évoqué, les sources, les données, et d'en dire un petit peu plus là-dessus, si c'est possible, Julien. Oui, oui, alors c'est compliqué parce que c'est un outil interne, donc c'est pas quelque chose de forcément très beau et très diffusable. Non, non, bah écoutez, alors c'est vrai je parlais d'observatoire économique, disons qu'on a pas mal de données. On a pas mal de données qu'on n'a pas encore mis dans un document unique en fait, hein, mais on a en effet pas mal de données sur, avec notre outil de CRM, nos compteurs piétons, notre droit de préemption sur les fonds de commerce, sur les valeurs locatives, sur le montant des fonds, des baux, sur donc les comptages piétons évidemment, sur le ratio entre ouverture de commerce, fermeture de commerce. Voilà, tout ça, c'est des données que l'on a pour l'instant, mais sur un format un peu dissocié. Donc, c'est pas sur un document unique. On est en train d'y travailler dessus. On viendra l'agrémenter évidemment d'autres données, mais bien sûr, dès que je peux le transmettre, je le transmettrai avec grand plaisir. Merci, Julien. Je crois qu'on a fait le tour des questions, hein, David. Ok. Donc, on peut passer à la conclusion de ce webinaire. Je te Oui, laisse la parole. voilà, on est à 48, donc on va pouvoir libérer tout le monde, c'est très bien. Merci à tous les intervenants, merci à tous les participants. Moi, je suis très content de ce webinaire parce qu'on a évoqué beaucoup d'outils concrets. On va essayer de faire un résumé en fait de ce qui s'est passé aussi sur le chat parce qu'il y a eu j'ai pas eu le temps de les citer, des outils qui ont été proposés aussi par les participants. Moi, je retiens quand même trois grands fondamentaux qui sont ressortis dans toutes les présentations et les interventions et les questions aussi. C'est un, la connaissance de l'existant. Deux, la mise en réseau des parties prenantes. Voilà, moi, je n'imaginais pas qu'on travaillait avec les avocats quand on fait de l'aménagement urbain. Et ben voilà, c'est une fois de plus cette question de la mise en réseau des parties prenantes. Je trouve que c'est très intéressant. Et le troisième, ce qui est ressorti sur pas mal d'interventions, c'est le besoin de qualité des espaces publics, qui fait la réussite d'une éventuelle densification urbaine. Et ça a été très, très bien évoqué par Julien dans son intervention.
L'outil manager de centre-ville aussi, il faudrait peut-être qu'on ait un cahier des charges, si vous en avez un à nous transmettre, qu'on puisse le partager sur XP Urba, les missions d'un manager de centre-ville. Je trouve que ça, c'est très intéressant. Ouais, je peux vous mettre en relation avec le club des managers si vous voulez plutôt, parce qu'il y a il y a une présidente, il y a un directeur général, donc je peux en effet vous faire le relais là-dessus, il y a pas de souci. Ouais, ça sera très bien. Donc, n'hésitez pas à aller visiter cette plateforme, nous faire vos remontées aux outils que vous auriez identifiés manquants ou en tout cas aux fonctionnalités, nous faire vos retours sur ce webinaire également pour qu'on puisse s'améliorer. Et voilà, et je voulais conclure aussi en vous disant on a créé avec le CNFPT un MOOC qui s'appelle les outils pour passer à l'action, qu'on a décliné suivant 4 piliers, sobriété, résilience, inclusion et créativité. À peu près tout ce qu'on vient de se dire là, on le retrouve. Alors, c'est un MOOC, c'est des petites séquences vidéo très pédagogiques dans lesquelles on va pouvoir découvrir les outils de tous les opérateurs, y compris CEREMA, par exemple, qui a beaucoup produit sur l'aménagement urbain. Et l'inscription est encore open jusqu'à fin novembre. Je vous invite à vous inscrire sur ce MOOC également. Donc, merci surtout à Sarah pour l'organisation. Et puis, je te laisse conclure sur les prochains événements. Oui, merci beaucoup David. Alors effectivement, on aura des prochaines dates pour se retrouver. Donc le 5 décembre prochain de 14 h à 16 h sur les stratégies d'aménagement circulaire et son appropriation à l'échelle du quartier. Et puis le 6 février 2024 de 14 h à 16 h sur les flux et les matériaux locaux, quels nouveaux modèles et comment les gérer. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vous enverrai un email pour une enquête de satisfaction. J'espère que vous pourrez nous répondre pour qu'on puisse toujours continuer à s'améliorer sur sur ce type de webinaire et répondre à vos besoins le mieux possible. Et puis, je vous enverrai aussi une enquête que l'association aurait fait sur la question de la sobriété dans la mobilité et dans le secteur, enfin dans le bâtiment, sobriété énergétique, mais aussi sobriété matière. Donc, si vous souhaitez le remplir, n'hésitez pas, ça nous fait ça nous fait de la donnée ensuite à analyser, donc c'est très bien. Je vous enverrai ça dans le mail de remerciement à la suite du webinaire. Et puis, en attendant, je vous remercie d'avoir été nombreux à ce webinaire. Merci David, merci aux intervenants. Et on vous fera parvenir un compte-rendu et un replay très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.